Our journey is about to begin. Hello à tous et bienvenue dans Happy Healthy Funky, le podcast pour oser la réinvention professionnelle et enfin kiffer. Je suis Nathalie, coach en épanouissement. J'aide les femmes à oser partir à la découverte de ce qu'elles souhaitent vraiment, prendre le chemin qui les fait kiffer et oser se réinventer professionnellement en révélant le côté funky qu'elles avaient enfoui depuis des années. Dans l'épisode du jour, je vous amène à la découverte d'une femme remarquable qui a décidé d'oser une réinvention professionnelle, d'impacter à sa manière en portant un projet de cœur. Il s'agit ici d'une véritable expérience remplie d'aventures, de galères et de rebondissements, pour t'inviter à toi aussi te questionner, t'inspirer, te donner des conseils et te montrer que c'est possible de suivre un chemin qui te fait kiffer. Allez, viens, je t'emmène avec moi. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Sarah Saidi, entrepreneure hyper dynamique et douce à la fois. Cela tombe bien, elle a deux dadas, la respiration et le flow. Mais qu'est-ce que le flow ? Eh bien, vous savez, ce sont ces moments suspendus où on se sent hyper bien dans ce que l'on fait. Mais Sarah nous en parlera beaucoup mieux. Elle nous partage dans cet épisode comment, en parallèle de son job de cadre dans le milieu bancaire, elle s'est formée pour devenir sophrologue. Aujourd'hui, elle souhaite démocratiser le bien-être au travail. Elle nous raconte donc son parcours d'exploration et sa réinvention professionnelle. Elle a façonné aujourd'hui l'écosystème professionnel qui lui correspond et qu'elle a découvert au fur et à mesure de ses explorations. Effectivement, après être devenue sophrologue, elle s'est formée au breathwork. Elle mêle aujourd'hui la respiration au rythme de la musique pour proposer des expériences uniques et à son image. Pour qui ? Pour les personnes en quête de reconnexion lors d'ateliers qui partent d'ailleurs comme des petits pains. Sarah nous livre son cheminement, ses émotions et ses prises de conscience en toute humilité et nous emmène avec elle dans son univers pétillant. Je vous laisse donc découvrir notre conversation. Salut Sarah, je suis hyper contente de t'avoir ici. Coucou, moi aussi. Figure-toi que je suis vraiment contente d'enregistrer cet épisode de podcast et surtout quand on parle reconversion, c'est un sujet que j'adore, donc vraiment ravie d'être là. On a plein de sujets à aborder ensemble, je suis sûre que ça va être rempli de découvertes, notre échange. Mais justement, j'aime bien démarrer en te posant la question. Tout commence par un rêve. Quel est le tien, Sarah ? Alors, c'est très drôle comme question parce que moi, je me suis toujours privée de rêver. En fait, je suis quelqu'un de très, très pragmatique. Et donc, j'ai toujours pensé à une carrière bien tracée, avec des jobs très cadrés et très, très, très rarement dans les rêves, en fait, toujours dans la solution, etc. Et disons que le rêve est arrivé au moment où j'ai commencé à vivre des frustrations sur les métiers que j'ai exercés jusque-là. J'ai commencé dans l'audit puis dans le conseil. Et en fait, je me suis rendu compte de la vacuité de la chose. Et donc, ça m'a fait remettre en question énormément de choses, en fait, par rapport aux études que j'ai faites, par rapport aux perspectives que je voulais m'offrir. Et c'est à ce moment-là. Donc, en fait, disons que j'ai commencé à rêver de manière professionnelle à partir de 27-28 ans. Parce que jusque-là, c'était un TGV tout tracé. Et à 27-28 ans, mon rêve est devenu presque réalité à 30 ans. Parce que ça avait été de me dire, je vois tellement de gens qui s'étouffent au quotidien sur des vies qu'ils n'ont pas envie de vivre que moi, j'avais envie de faire respirer les gens. Voilà. C'est trop bien comme rêve, c'est hyper peu commun. Et j'adore, on va parler de ça justement. Tu nous parles de ton parcours, le fait que tu avais quand même un parcours un petit peu royal, on va dire. Tu as fait une grande école, tu as un petit peu coché toutes les cases, si on peut dire ça. Tu étais dans différents jobs, différentes expériences. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui justement en faisant respirer les gens et en vivant ton rêve ? J'ai eu un parcours assez linéaire. J'ai eu mon bac, spécialisation maths. Et ce qui est très drôle, c'est que je voulais faire une SVT au départ et je m'étais inscrite et puis le lendemain je suis repartie voir l'administration, j'aurais dit non, je pense que les maths ouvrent plus de portes, puis j'ai envie de m'ouvrir plus de portes, etc. Donc voilà, j'ai spé maths. Donc du coup je me suis embarquée dans les études. On était en 2009, la crise avait quand même bien démarré, mais j'ai quand même foncé vers le domaine du commerce et de la finance en me disant que ça ouvrirait toujours des portes, surtout à l'international. J'ai moi-même vécu énormément à l'étranger et donc je voulais un job en fait que je pouvais faire de partout. Donc, j'ai fait effectivement une prépa pendant 2 ans, après une école à Paris et Paris puis Londres, puis Paris à nouveau.
Et une fois arrivée sur ma dernière année d'études, là, je voulais un job qui en plus me fasse voyager. Donc, j'ai eu ce job qui me fasse voyager. Donc, en gros, à chaque fois que j'ai pris une décision, disons que je l'ai eu, poser une intention sur un poste ou un parcours, travailler pour, la case j'ai été cochée. Donc, ça, pour le coup, je suis en train de toucher mon bureau qui est en bois. Et je me dis, en fait, à chaque fois que j'ai travaillé, derrière, les fruits ont été là. Sauf que le problème, c'est que j'avais pas forcément cueilli les bons fruits. Donc j'avais un arbre tout fruité, plein d'opportunités, mais j'étais pas du tout sur le bon créneau. D'accord. Et du coup, comment est-ce que tu t'en es rendu compte justement et que tu étais plein d'une belle salade de fruits, mais qui n'était pas à ton goût? Au fur et à mesure que j'avançais dans les études, déjà, je me rendais compte que c'était sympa, mais que c'était surtout fait pour des motivations externes. Je pense que dans le milieu du coaching, tu vois un peu ce que c'est que moteur interne, moteur externe. Là, clairement, c'était mes motivations, c'était le statut social, c'était le salaire, c'était le bureau, c'était la ligne sur le CV. Alors que intérieurement, j'étais plus fataliste en me disant, c'est peut-être ça le monde adulte finalement, de devoir juste travailler, avoir son salaire et puis après l'utiliser pour voyager. Et donc, ce raisonnement-là a tenu bon jusqu'à ce que je vive les premières déceptions en entreprise. En 2017, il y a eu, j'étais à Hong Kong en mission et il y a eu un moment très très difficile à traverser, ce qui a fait que dès que je suis rentrée à Paris, j'ai quitté mon job et je me suis rendu compte qu'en fait, dans le monde de l'entreprise, quand un collaborateur rencontre des difficultés, il n'y a plus personne. Et donc, ça m'a commencé en fait à l'idée des questions en fait des ressources humaines, de la gestion de l'humain, etc. L'entreprise a commencé à germer dans ma tête à ce moment-là, donc dès 2017. Puis ensuite, en 2017, j'ai rejoint une startup, un site web pour me restabiliser. J'ai appris plein de choses sur le développement de partenariats sur le web, etc., ce qui n'avait rien à voir avec le domaine financier puisque j'étais en banque. Mais ça a été une riche expérience et en fait, je voulais justement commencer à me rapprocher des petites entreprises au cas où un jour je lance moi-même un truc. Et donc, en fait, ça s'est fait dans le temps. Au fur et à mesure, rajouter une petite brique. Et puis après, j'ai rejoint à nouveau un grand groupe parce que je me suis rendu compte que finalement, les petites boîtes, malheureusement, ce n'est pas exactement l'image de la licorne qu'on voit sur les réseaux sociaux. Elles mettent beaucoup de temps à se développer. Et au bout d'un an et demi, j'ai commencé à m'ennuyer un peu sur mon poste. Donc, je suis revenue en tant que consultante interne et chef de projet dans une autre banque. Et je pensais travailler sur des projets et puis changer tous les 2-3 mois, mais en fait, je me suis encore plus ennuyée. Et donc, c'est vraiment, il y a 2 ans, c'est vraiment là où j'ai commencé à vraiment me former à tout ce qui peut toucher au bien-être au travail et à me dire quelles sont les solutions qui sont disponibles pour que les collaborateurs soient plus joyeux au travail, aillent mieux, etc., etc. Donc, disons que ça s'est fait vraiment sur 5 ans, progressivement, comme s'il y avait eu à chaque fois une petite graine qui plantait plein de pistes d'exploration, tout testé sur le sport, j'ai tout testé sur le yoga, j'ai testé énormément de loisirs. Et en fait, ce qui a, je pense, m'a amené aujourd'hui à cette reconversion-là, c'est en fait, j'ai recombiné tous les loisirs que j'avais vécus en un seul truc. Et le point commun de tous ces loisirs-là, c'était la respiration. Tu as fait ton propre cocktail et avec les ingrédients qui te composent. Et c'est vraiment ça, moi, que j'appelle la réinvention professionnelle. Et tu en es un exemple parfait de par ce que tu représentes et aussi les prises de parole que tu prends sur LinkedIn. Et je prends un tel grand plaisir à les lire parce que tu as plutôt justement un esprit critique et vrai, rempli de sens sur ce qui se passe dans les entreprises et surtout les grandes boîtes. Mais avant de parler de ça, on parle souvent d'un déclic et toi, tu nous expliques que justement, tu as semé des graines et c'est pas du jour au lendemain, tu n'as pas tout plaqué pour vivre ton rêve. Tu as vraiment fait ça de manière, en étant vraiment une exploratrice de ta vie. Et à un moment, quand même, tu t'es dit, ta dernière expérience, je tente le coup. Je tente mon rêve de faire respirer les gens et tu t'es orientée sur la respiration. Est-ce que tu peux nous dire tout de même ce qui t'a fait sauter le pas et comment tu te définis aujourd'hui, sans rentrer dans une case, parce que je sens que les cases, c'est pas quelque chose qui t'anime du tout. Effectivement, tu as dû voir passer quelques passes sur les cases. Alors, effectivement, je n'ai pas eu de déclic, mais je pense qu'on a des déclics quand on vit des moments forts. Malheureusement, ça vient souvent sur des burn-out, sur des épisodes d'harcèlement, sur des choses terribles qui ensuite nous font provoquer des déclics derrière suite à des remises en question qui sont très profondes. Non, moi, c'était des déclics très, très, très progressifs. Il y a quand même eu des moments forts. Donc, il y a eu le moment 2017 où là, vraiment, je me suis posé des grandes questions. Et puis ensuite, il y a eu finalement, comment est-ce que je peux dire ça de manière très transparente, en fait. Je pense que ma réinvention professionnelle s'est faite comme ça parce que je suis une grande poule mouillée et que je n'ose pas, en fait, prendre de risques et donc monter un side project
alors que j'étais en banque. Ça m'a permis de mettre déjà un petit pied, d'abord dans la sophrologie, qui est une méthode douce. Donc, j'étais formée, je pratiquais un peu le soir et le week-end. J'ai eu mes tout premiers clients, mais se comptaient sur les doigts d'une main. Mais ça m'a permis de me dire que c'était possible. Et puis ensuite, quand j'ai vu que c'était possible, c'est en rentrant de mes vacances, donc en septembre de l'année dernière, septembre 2021, je rentre de mes vacances. Déjà, ça commençait à bien chauffer parce que je commençais à vraiment vouloir de plus en plus envisager la question du départ et de donner vie justement à ce side projet. Et en fait, j'ai ouvert ma boîte mail et je me souviens, il y avait 186 mails non traités et je n'avais envie d'en traiter aucun et c'était horrible. Et en fait, j'ai passé toute la journée à être dans des réunions. J'entendais ce que les gens disaient, j'écoutais, mais j'entendais pas. Donc, j'étais vraiment à côté de la plaque et à la fin de la journée, j'ai dit à ma chef, je suis désolée, là, je pense que mon cerveau, mon corps, mon esprit, tout est parti. Il n'y a plus que la démission à poser. Et donc, ça s'est fait vraiment, c'était pas prémédité le matin, ça s'est fait vraiment par une forte sensation de rejet au moment où j'ai dû traiter mes mails en retour de vacances. C'est fou ce que tu me dis, être en complet décalage avec son job, ça passe beaucoup par les émotions et le corps. Et quand tu le décris, bon, les gens ne pourront pas te voir, mais je sens que en toi, il y avait un petit, voilà, il y avait quelque chose au niveau de la poitrine pendant que tu racontais ça. Et justement, tu t'es libérée grâce à ton geste de démission, mais grâce à la respiration. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement? Donc, tu as fait ton side project où tu t'es formée sur la sophrologie. Tu es allé plus loin après en te formant aux États-Unis sur le breathwork. Qu'est-ce que c'est la différence? Comment est-ce que toi, tu vois l'évolution de la respiration et comment tu démystifies un petit peu tout ça? Parce que c'est vrai que quand on parle de breathwork et de libération d'énergie, on pense que c'est un petit peu perché. Mais toi, tu rends ça hyper accessible et funky. Alors, vas-y, dis-nous tout. Alors, la sophrologie, c'est une méthode qui est douce. C'est une méthode qui est basée sur des mouvements très doux, qui se rapproche un peu de la relaxation, mais active, par de la respiration, par des mouvements doux et par des exercices mentaux de visualisation. Donc, la sophrologie est utilisée pour préparer des examens, pour aider à la gestion de certaines phobies, à la gestion du stress, de l'anxiété, très souvent aussi en préparation d'accouchement. Sauf que c'est une méthode qui est très, très, très douce. Et pour une dopée de la performance comme moi, je m'imaginais très, très, très mal sur Doctolib à recevoir des personnes pour être sophrologue toute la journée. C'est pour ça que j'ai commencé à communiquer sur les médias. Donc, médias plus sophrologie, ça a été vraiment le 3e trimestre de 2021. Comme ça, j'avais mon équilibre mental avec le développement d'entreprise sur les médias, j'ai développé Instagram, LinkedIn, mon propre podcast, et puis après la sophrologie. Sauf que j'ai eu un cas très, très compliqué de quelqu'un qui travaille beaucoup et qui n'arrive pas à déconnecter, et ça m'a fait un cas de conscience en me disant, mais comment est-ce que je peux aider cette personne? Est-ce qu'il n'y a que des méthodes douces qui existent? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions? Parce qu'en fait, souvent, ces personnes-là, en plus, vont dire, mais l'hypnose, ça marche pas sur moi, les tisanes, ça marche pas sur moi, le grignotage, j'ai essayé d'arrêter, ça marche pas, j'arrive pas à partir en vacances, etc. Et en fait, souvent, ce sont des personnes qui, malheureusement, doivent attendre d'être en rupture par un burn-out pour finalement se dire que là, il faut se reposer. Donc, c'est voilà, les turbines, je les appelle souvent dans les posts, un peu les turbines qui vont à 1000 à l'heure et qui n'arrivent pas. Et donc, j'ai cherché des techniques et toujours dans la même veine de la respiration, parce qu'en fait, la sophrologie, bon, c'est aujourd'hui, je pense qu'il y a des dizaines et des dizaines de promos parce que c'est financé par le CPF, donc il y en a beaucoup qui arrivent sur le marché, etc. Donc, c'est une méthode qui est sympa, mais qui commence à énormément se démocratiser. Et comme point de différence, moi, j'aimais beaucoup le côté plus comprendre comment ça marche, le côté physique, le côté organique et tout. Donc, je me suis mise à lire des bouquins sur la respiration en particulier, au-delà des exercices de sophrologie. Et donc, j'en suis arrivée au breathwork. Alors, je ne suis pas allée jusqu'aux États-Unis pour l'enseigner. C'est une Américaine qui vit à Paris qui me l'a appris. Mais c'est une méthode qui donne les années 70 aux États-Unis. Et c'est une méthode, perchée, en fait. C'est une méthode de respiration par hyperventilation, donc c'est hyper désagréable, qui mène vers des états modifiés de conscience, parce qu'en fait, au bout de 10 minutes, le cortex préfrontal, le cerveau ne répond plus, et donc ça emmène vers des zones de libération émotionnelle, etc. Et ça peut aller très loin. Et du coup, j'en parle avec ma prof, je lui dis, écoute, moi j'adore intellectuellement parlant cette discipline, mais je sens que même si je vais me former, je vais la faire autrement à ma sauce, parce que pour moi, même moi, ça me paraît un peu trop. Alors, le faire pour les autres, ça risque d'être un peu compliqué. Et en fait, elle a été très ouverte. Elle m'a dit non, moi, je t'apprends vraiment la technique, etc. Et au contraire, tu feras à ta manière. Et donc, j'ai appris la technique et moi-même, j'ai respiré comme une tarée pendant 6 jours.
Donc aujourd'hui, quand j'accompagne les personnes sur 10 minutes, je sais ce que ça fait au-delà de 35. Mais voilà, ça m'a vraiment permis de bien cadrer, d'être en sécurité et tout. Et puis elle est excellente aussi dans ce qu'elle fait, c'est Suzanne Oubari. Elle cadre très bien ses séances, etc. Et donc tout ce qui est sécurité, cadrage, qui est très important en fait, même prévenir des contre-indications et tout, elle m'a bien formée dessus. Donc je me sentais bien encadrée et pas dans une pratique chamanique très bizarre de quelqu'un qui a appris ça sur des transmissions orales par génération de je ne sais pas quoi. Et donc, ça m'a mis en confiance par rapport au breathwork. Et donc ça, c'était en janvier. Quelques mois plus tard, je me retrouve donc à avoir 2 techniques, sauf que je n'ose toujours pas parler de breathwork parce que justement, il y a ce fort préjugé-là, comme quoi c'est perché. Du jour au lendemain, je me suis dit, bon, mais en fait, si j'en parle jamais, je vais finalement jamais pouvoir me différencier alors que c'est une compétence que j'ai. Et en fait, du coup, j'en parle, mais de manière très décalée, de manière très soft. Là, pour le coup, il y a eu un énorme déclic sur l'étape de réinvention professionnelle. C'est que le 2 mars 2022, j'avais eu 2 consultations individuelles sur la journée et les 2 personnes étaient épuisées par la guerre en Ukraine et elles n'arrivaient pas à dormir, très anxieuses, etc. Et du coup, je me suis réveillée sur Instagram en story en me disant venez, on fait un événement tous ensemble pendant 1 heure pour la paix intérieure. Et en fait, en 1 heure, j'ai eu 20 personnes donc, sur Instagram qui se sont inscrites. Et comme c'était un événement gratuit, je me suis laissé la totale latitude de faire ce que je veux, parce que du coup, elles venaient sans aucune attente. Elles savaient juste qu'elles allaient respirer avec Sarah et que c'était gratuit. Et du coup, on a respiré ensemble, sauf que j'ai mélangé le truc à ma sauce. J'ai fait en fait comme une sorte de chorégraphie respiratoire en musique qui a tout mélangé, qui a mélangé la sophrologie, qui a mélangé le breathwork, qui a mélangé tout ce que j'avais appris. Je suis aussi formée à l'auto-hypnose, je me suis beaucoup instruite sur la PNL, etc. Et donc, ça leur a fait une expérience où je pense, j'avais eu, 4 personnes sur 5 qui étaient en larmes ce jour-là, parce que c'était très émouvant, en fait. On est vraiment parti sur la paix intérieure en mode mais en fait c'est pas l'idéal, c'est juste savoir traverser les tempêtes et donc c'est un peu exposé aussi aux difficultés. Donc ça s'est transformé en une sorte de finalement un peu coaching mindset, en même temps corporel, en même temps sportif, en même temps voilà. Et aujourd'hui on en est à la 10e édition de ces ateliers. Trop bien. Je sais pas à quel moment je dois m'arrêter de parler parce que C'est sinon trop là bien. tu m'embarques sur l'autoroute. J'étais en train de boire tes paroles et surtout la manière dont tu as vraiment agrémenté chacun de tes graines que tu as trouvées sur ton parcours pour en faire des expériences uniques, aussi bien pour les personnes que tu accompagnes, mais aussi bien pour toi révéler ton unicité. Et justement, on dit que la réinvention professionnelle, c'est partir à la découverte de soi. Est-ce qu'il y a des choses vraiment que tu ne pensais pas exister en toi et que tu as justement découvert lors de ton parcours et que tu souhaiterais nous partager? Ah ouais, cette question elle est très pertinente parce que du coup, quand on se lance tous les jours, je pense on sort de la fameuse zone de confort. Mais je pense à spécifiquement quelque chose pour te répondre. Je suis quelqu'un de très discret en fait. C'est-à-dire que j'ai démissionné du coup 3 fois en 9 ans. Mais le jour où j'ai démissionné, c'était déjà trop tard. Mais en fait, je me suis quasiment jamais plaint avant. Et donc, je suis toujours la personne qui va jamais, jamais, jamais se plaindre et jamais parler. Ça, aujourd'hui, ça a énormément changé parce que je dois prendre la parole quasiment tous les jours. Et du coup, l'effort de prendre la parole tous les jours, en fait, je pense que il y a quelques personnes qui m'ont suivi depuis le début, depuis 1 an, qui me suivent jusqu'à aujourd'hui. Mais les nouveaux ne suspectent même pas qu'il y a moins d'1 an, j'osais même pas me montrer, je me montrais que de profil, pas de face caméra du tout. J'ai fait mon premier post sur LinkedIn le 24 décembre en priant qu'il n'y ait personne pour avoir aucun lecteur, en me disant voilà, au moins ça sera fait. Et donc ça, c'est vraiment un effort quotidien. Mais ce qui est très drôle, c'est que mes posts qui ont le mieux marché, c'était les posts que j'ai écrits soit dans le métro, soit en faisant à manger, mais vraiment ceux qui étaient hyper spontanés en fait. Et donc je me suis dit, mais c'est ça que les gens veulent. Voilà. Justement, ouais, la spontanéité et le fait d'être toi et d'être naturel, c'est vraiment quelque chose que on n'apprend pas à être on apprend à faire en fait en entreprise et lors de notre parcours, surtout quand on est, j'ai l'impression, une élève brillante comme toi, on a un parcours où il faut faire, il faut cocher les cases, il faut prouver qu'on peut y arriver. Et à aucun moment on apprend ou on se laisse le temps d'être. Et j'ai l'impression que quand tu nous livres ton parcours et ton histoire,
tu te laisses la place d'être et tu permets aux autres d'être aussi par la respiration et par aussi tout le message que tu véhicules et le fait que tu montres que c'est possible de créer l'écosystème qui te correspond à toi et c'est possible d'emmener d'autres personnes avec toi dans cette aventure et je trouve que c'est hyper, hyper inspirant. Et justement, dans cette inspiration, j'aime bien dire que l'aventure de la réinvention, elle ne se vit pas toute seule. Tu nous as parlé de ta prof Suzanne Oubari qui t'a formée à Paris. Je pensais que tu étais partie aux États-Unis, moi, tu m'avais fait Oh, j'aurais rêver, bien aimé. mais c'est déjà très bien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, du coup, qui t'ont accompagnée dans ton aventure de changement et que tu voudrais partager ici pour montrer que ça ne se fait pas toute seule dans son coin? À part si c'est ton cas, mais je pense pas, justement. Ah non, 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 pas du tout. Alors, clairement, moi, toute seule dans mon coin, je pense que j'aurais rien fait, en fait. J'aurais trouvé toutes les excuses pour pas faire. Disons que elle, donc c'est ma prof principale qui m'a appris donc la technique. Mais derrière, donc moi, je me suis pas pris de coach en reconversion. J'ai pas fait de bilan de compétences. Peut-être que j'aurais dû, mais je sais pas. En tout cas, j'avais trouvé suffisamment de matière qui répondent à ce que j'avais envie de faire quand je me suis intéressée à la discipline. Donc, j'avais déjà un peu trouvé mon créneau. Et puis, quand on fait quand on travaille sur soi déjà depuis plusieurs années, on se connaît un peu mieux. Mais du coup, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Et ta question, je la trouve très, très pertinente. Je me suis fait aider par énormément de personnes, mais sur des questions très, très, très spécifiques. En gros, quand j'ai eu besoin, par exemple, de développer un canal de communication, je me suis fait aider par Colline sur Instagram. Quand j'ai eu besoin de m'améliorer sur l'affirmation, sur la vente, sur la manière dont je parle, je me suis fait aider par Maximilien, qui est un coach en vente. Quand j'ai eu besoin de me faire aider sur la prise de parole sur LinkedIn, je me suis fait aider par Thibault Louis. Et en fait, à chaque fois, c'est des personnes qui sont venues mettre leur petit grain de sel à l'histoire. Mais du coup, j'ai jamais eu peur d'investir en moi. C'est arrivé très, très vite. Avant même que je quitte mon poste, parce que je me disais, tant que j'ai un salaire, tant que j'arrive à projeter mes revenus, autant que je les utilise maintenant, parce que demain, si je me plante, en fait, je sais que je ne pourrai plus autant investir. Et donc, sur toute la dernière année, pendant le salariat, c'est là où j'ai fait mes plus gros investissements sur moi-même, mais par compétence. C'est hyper intéressant comme approche parce qu'il y a vraiment les deux approches que je vois dans les personnes qui se sont réinventées comme toi. Soit il y a des personnes qui préfèrent, déjà qui ont besoin d'un bilan de compétences, même si c'est pas forcément ce que je propose. Moi, je propose vraiment une introspection et le fait de partir à la découverte de qui on est de manière aussi funky avec certains outils de human design, etc. Mais là n'est pas le sujet. Mais en tout cas, il y a des personnes qui ont besoin de cette étape de se redécouvrir. Et toi, tu avais fait le cheminement où tu avais déjà entamé cette quête-là. Tu nous parles de la manière dont tu as saupoudré en fait tes besoins en t'entourant des personnes spécifiques par expertise. C'est vraiment une approche. Et la seconde approche, c'est les personnes du coup qui ont besoin d'aller prendre des personnes plus, on va dire 360 pour les accompagner, soit pour lancer leur activité, soit pour se connaître en profondeur et pour lancer leur voie. Mais justement, comment toi, donc par ton saupoudrage d'expertise et les personnes qui t'ont accompagné, ou même toute seule, comment tu t'es dit à un moment, eh bien, je vais tenter le coup sur mes multicasquettes de la respiration. Tu nous as parlé de ton événement gratuit sur la paix intérieure. Comment après tu t'es dit, ok, je vais retenter, mais là, cette fois-ci, je vais aller chercher des patients, clients, je ne sais pas trop comment tu les appelles. Comment est-ce que tu as fait pour te lancer vraiment ton premier grand pas? Du coup, il y a eu donc cet événement-là, et en fait, ce que j'ai ressenti vraiment à ce moment-là, je voulais tellement le reproduire. Je me suis dit, oh, c'est ça que je veux. C'était vraiment, je sais pas, c'était comme si tu as un musicien, et puis en fait, il fait sa propre composition sur scène, et les gens applaudissent. Le lendemain, il veut te dire, je vais organiser le même événement. Et donc, c'est ce qui s'est passé. 2 jours plus tard, j'ai organisé le deuxième, et puis ensuite, quasiment tous les 10 jours, pardon, un nouvel événement. Et ce qui est sympa, c'est que les personnes qui étaient déjà venues revenaient et en plus revenaient en parlant un peu autour d'elles. Donc ça se fait très par bouche à oreille, par cercle fermé. Et j'ai eu à prendre une décision très importante, et ça c'est très intéressant aussi dans le cadre du développement d'une entreprise. J'ai arrêté les accompagnements individuels pendant 2 mois pour développer les ateliers,
pour mettre en place le système de newsletter, pour mettre en place les systèmes de paiement, pour mettre en place la communication, pour accélérer sur la communication, parce qu'en fait, je voulais que ça reste très accessible. Donc, mes ateliers coûtent 30 euros et 20 euros sur les premières 24 heures, en fait, pour inciter à ce que les personnes bookent à l'avance et que moi, j'ai de la visibilité sur les réservations. Comme ça, je gagne du temps sur ma communication. J'ai vraiment à cœur de démocratiser cette pratique et que ça fasse du bien au maximum en fait, de personnes. Et donc, il est hors de question pour moi que j'élève mes prix. Et tu t'imagines bien que par un événement tous les 10 jours, je ne vais rien gagner si je ne fais que ça. Donc, j'ai besoin de volume. Qu'est-ce que je vais aller faire quand j'ai besoin de volume? Je vais communiquer encore plus. Et du coup, aujourd'hui, c'est vraiment ça qui arrive à stabiliser un peu le système par des systèmes de réservation qui se font. Tous les événements sont quasiment tout le temps bookés. Il n'y en a que 2 ou 3 par mois. Et donc, ça m'a permis de restabiliser ces événements. Et donc, maintenant, je peux passer à autre chose. Je peux passer à nouveau aux consultations individuelles. Et ça a été très dur comme arbitrage parce que je savais que j'avais un manque à gagner sur 2 mois, mais que c'était la seule manière de démocratiser un peu les ateliers de Sarah comme étant des ateliers où ça respire. On ne sait pas trop ce qu'on y fait, mais c'est sympa. Il y a de la musique, on respire. Et ça a tamponné en fait la marque. Ça a vraiment ajouté quelque chose à l'ambiance. Justement, j'allais te demander quel est le meilleur choix que tu aies fait pour ton positionnement et pour ton entreprise. Je pense que c'est celui-là où tu as décidé de te focuser sur un petit peu un choix parfois qui peut sembler cornélien de est-ce que je peux faire tout à la fois ou est-ce que c'est plus important pour moi de me focuser? Donc, tu t'es focusé sur tes ateliers. Mais comment aujourd'hui, justement, tu dis que tes ateliers et tout le message que tu tournes, que tu portes autour de la respiration et du bien-être, quel est l'impact que tu souhaites apporter? Et est-ce que tu vises tout le monde ou est-ce que tu as des personnes en particulier qui te tient à cœur d'adresser? Donc, 2 questions, j'ai oublié la première. La deuxième, c'est est-ce que je vise tout le monde et est-ce que j'ai quelqu'un en particulier? En fait, disons que oui, je vise plutôt les personnes qui se posent des questions un peu sur qui elles sont, la recherche de sens, qui se sont un peu coupées de leur corps et de leurs émotions parce qu'elles ont été trop dans le mental, qu'elles vont à chaque fois chercher la productivité jusqu'à s'oublier. Donc ça, c'est vraiment mes clients de cœur, mais en fait, de plus en plus, aux ateliers, j'ai des hommes, j'ai des femmes, j'ai des personnes âgées, j'ai des jeunes, etc. Donc, ça se diversifie parce que ça fait du bien à tout le monde. En fait, c'est plus de l'optimisation en termes marketing et puis surtout des sujets que moi, j'affectionne et dans lesquels les gens se retrouvent, qui sont la question de recherche de sens. Et je suis désolée, du coup, j'ai oublié la première question. La première question, c'était du coup, comment est-ce que tu souhaites impacter les personnes que tu accompagnes au cours de tes Ah ateliers? oui, ça va être très bisounours, mais en fait, elles sont juste trop heureuses après. En fait, c'est comme si j'étais pour elles une coach sportivo-mentale qui fait qu'en fait, elles ont la même sensation de légèreté, de bien-être, d'accomplissement de soi après une bonne séance de sport et une séance aussi qui a et souvent, ce qui m'est remonté au niveau de l'impact mental, émotionnel, c'est plus de clairvoyance, plus de clarté. Enfin, en fait, j'ai des passages à l'action dès la soirée même ou dès le lendemain. J'ai eu des personnes qui ont repris la marche, des personnes qui ont repris le vélo. J'ai même eu une personne, d'ailleurs c'était rigolo, c'était un atelier sur la loi de l'attraction. Apparemment, juste après l'atelier, elle s'est dit, bon, maintenant je vais faire une communication. Elle a fait sa communication, elle a fait 1 000 € de chiffre d'affaires et elle a eu genre 10 000 likes sur un post ou je sais pas quoi. Et du coup, elle m'a envoyé un message, du oh, c'est magique ton truc. Je sais, non, en fait, t'as juste osé. Et donc, c'est ce genre de moments-là qui font que tu vois que c'est un impactant sur effectivement se sentir bien à l'intérieur de son corps, mais aussi se sentir bien dans sa tête et dans ses émotions. Et justement, en parlant des émotions, avant de rentrer sur tes questions plus cœur de métier, etc., je voudrais revenir en arrière et à la manière dont tu te sentais, les émotions que tu ressentais justement. Pas forcément le jour où tu es revenu de vacances et que tu nous disais que tu te sentais complètement décalé par rapport à la réunion et les 186 mails, si j'ai bien noté. Oui, 186 mails. Mais comment tu te sentais dans tes expériences professionnelles avant, surtout la dernière, en termes d'émotions et surtout comment tu te sens maintenant? Si tu peux nous faire le cheminement pour toutes les réinventeuses qui t'écoutent. Sur mon dernier job et même sur les jobs d'avant, j'avais vraiment l'impression d'avoir une logique très court-termiste, de me dire 2 ans de ça me permettra d'avoir au moins l'escalier, enfin la marche d'au-dessus pour avoir encore 2 ans de plus, etc. Et du coup, j'étais vraiment dans une logique
tiens, un petit placebo à la carotte en attendant vraiment de trouver quelque chose. Et donc, émotionnellement parlant, c'était... en fait, déjà que je ne suis pas du matin, mais il faut pas me mettre des réunions avant 10 heures du matin. Donc, je n'étais pas très motivée le matin. Puis je ressentais parfois une profonde tristesse aussi au fond de moi de me dire, mais est-ce qu'en fait c'est vraiment ça la vie pro, c'est ça la réussite et tout. Énormément de frustration parce que en fait je savais que j'avais un potentiel, je sais que j'en ai sous le pied et quand je vois que je passe des journées à aligner des bullet points sur des slots, je suis oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et du coup derrière, c'est vraiment une sensation de tasser quelque chose et donc ça fait une sorte de pression à l'intérieur enfin, quelque chose qui bout en fait à l'intérieur et qu'on n'arrive pas à exprimer. Et comme du coup, je suis très discrète, moi, je ne suis pas quelqu'un qui parle facilement de ses émotions, bah, du coup, forcément, souvent, c'est boule à la gorge. Et en fait, le jour où je parle, je pleure. C'est tout simple. Je ne sais pas vraiment prendre de la distance et aller exprimer simplement les difficultés, sachant que je sais que mes difficultés n'auront pas de solution, en fait, parce que là, j'ai rien à reprocher, finalement, aux entreprises pour lesquelles j'ai travaillé. J'ai toujours été avec d'excellents managers, j'adore mes collègues, etc. Disons, ouais, c'est un mélange frustration, de la colère parfois, mais non exprimée aussi, je pense, en me disant, mais pourquoi j'ai fait tout ça pour ça est-ce que si j'avais fait de moins bonnes études, finalement, j'aurais été plus heureuse ou un truc comme ça, en me disant, mais en fait, ça ne vaut pas le coup. Et après, c'est les montagnes russes de l'entrepreneur. C'est un jour, tu es hyper euphorique parce que tu as fait un super atelier. Puis le lendemain, tu dis, est-ce que je suis en train de vivre sur notre planète? Est-ce que je suis en train de trop rêver, etc. Donc, c'est vraiment des montagnes russes émotionnelles. Mais moi, j'ai toujours été quelqu'un de très... du coup, je ne sais pas si... Donc, tu m'as parlé du mind design. Je ne sais pas si tu connais l'énéagramme. Moi, je suis profil 3. Du coup, moi, quand tu me demandes qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi, je dis qu'est-ce que tu veux que je ressente en fait? Qu'est-ce que toi, tu attends que moi, je ressens? Mais parce que j'ai vraiment du mal à exprimer simplement ce que je peux ressentir. Par contre, j'ai une forte intelligence émotionnelle pour les autres. C'est pour ça que je pense que la respiration est géniale parce que je perçois très vite ce que la personne m'indique comme résonance émotionnelle. Et donc, je lui donne un peu ce dont elle a besoin, mais via la respiration. Je n'ai pas besoin forcément de beaucoup parler ni de rentrer dans le jeu émotionnel avec elle. Donc, ça, c'est trop bien. C'est fabuleux quand tu en parles et surtout le fait que même la manière dont tu en parles, je pense que tu as pris du recul par rapport à ta propre situation avant parce que tu arrives à dégager effectivement cette connaissance de soi et j'adore voir des parcours comme les tiens et surtout quand tu arrives à prendre voilà, ce recul comme on l'a dit. Tu as parlé tout à l'heure des turbines et du fait que tu gardais tout en toi. Moi, j'appelle ça des cocottes minutes. Est-ce que tu dirais que toi-même, tu étais une turbine? Parce que dans les personnes que tu accompagnes des turbines. Est-ce que ça pourrait te décrire? Et Oui. comment justement tu décris ces turbines alors? Je pense que quand on sait bien accompagner des personnes, c'est qu'on leur ressemble quelque part, parce qu'on sait exactement en fait ce qui se joue. Moi, j'ai été turbine par stratégie de survie, disons. Sur mon premier job où je voyageais beaucoup, en fait, j'étais obligée de suivre le rythme et de me couper de mes émotions parce que sinon, ça n'allait pas du tout. Et c'était une période que, du coup, j'appelle la machine à laver parce que ça tournait sans cesse et en fait, j'étais essorée à la fin de chaque mission. Mais en réalité, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y a des mécanismes qui reviennent auprès des personnes qui sont toujours haut niveau énergie. C'est qu'en fait, elles entretiennent le momentum en se coupant de leur corps et de leurs émotions parce qu'en fait, justement, c'est une stratégie de survie pour aller encore plus vite. Et après, c'est juste un jour où elles sont trop fatiguées ou à leur objectif atteint, etc. Et là, pouf, gros moment de fatigue. Je ne parle pas forcément des schémas de burn-out, etc. Mais vraiment des personnes qui ont, en fait, qui ont cette fin-là de travailler les workaholics. Et donc, moi, toutes les personnes qui se reconnaissent dans ce schéma-là, oui, je l'ai été. Et moi-même, pour te dire, ce qui m'a amené vers cette pratique, je pense, des fameux ateliers qui me ressemblent finalement, c'est que pour me sentir en équilibre, j'avais besoin le lundi d'aller au body attack, le mardi d'aller au body balance, le mercredi de faire de la zumba et le samedi de faire du yoga. Et donc, à chaque fois, j'allais piocher dans chacune des disciplines pour me dire, là, c'est bon, j'ai travaillé mon équilibre, j'ai travaillé ma performance, j'ai travaillé la tonicité, j'ai travaillé tout ça. Alors que finalement, la sophrologie, c'est comme si tu me disais, va faire que
enfin, du body balance en fait. Je vais te dire non, je vais m'ennuyer au bout d'un moment. Ça, les turbines qui font plein de choses pour rééquilibrer finalement leur vie, bah, le connaissent très bien. Et il y a un enseignement très intéressant que je partage aussi. En fait, quand on fait de la PNL, on sait très bien que c'est en rentrant dans le schéma de l'autre que finalement on arrive à l'aider à déconstruire, pas en allant dans le sens inverse. Donc pour des personnes qui n'arrivent pas à ralentir, si on leur dit ralentis, c'est mort. Fin de la consultation, mais ils ne savent pas faire. Effectivement, tu dis que c'est l'effet miroir, il est hyper important dans le coaching et dans les accompagnements quand on est sur de l'aide à la personne. Et j'ai envie maintenant de parler de ton cœur, de ton dada qui est la respiration. Est-ce que tu peux nous dire du coup comment la respiration t'a aidé toi et aide les personnes que tu accompagnes à se recentrer, à se reconnecter et tous les autres bienfaits que ça peut apporter? Moi, comment j'en suis arrivée là? En fait, donc 2017, je me dis, bon, quand même, il faut que je me reprenne en main, parce qu'en plus, j'avais pris énormément de poids, etc., avec vraiment ce rythme infernal. Et du coup, je me remets à faire du sport. Et puis, avec le sport, je me dis, ah, c'est trop bien, mais en fait, je me remets aussi à faire un peu de la danse et tout. Mais j'avais envie d'une discipline qui soit davantage tournée vers le mental. Et donc, je commence à faire du théâtre, de l'improvisation notamment, parce que j'ai une toute petite voix et que dans les repas, par exemple au resto, je suis obligée de crier pour qu'on m'entende. Et ça, c'est horrible parce qu'en fait, on m'entend jamais. Et je pense que je l'ai déjà dit en introduction. En fait, je suis quelqu'un qui parle très peu, mais alors en plus, quand je parle bas. Tu imagines bien que derrière, je m'efface. Et donc, j'ai fait du théâtre pour ça, pour vraiment monter en affirmation, pour apprendre à gérer ma voix. Et sur les cours de théâtre, on dit toujours qu'il faut aller chercher sa voix dans le ventre, sauf que moi, je ne comprenais rien. Et je pense qu'au regard en fait, des autres regards, personne ne comprend ce que ça veut dire, aller chercher sa voix depuis son ventre. Et donc, j'ai vu ça au théâtre. J'ai vu ça au yoga aussi. Donc, une fois par an, je m'offre une retraite de yoga d'un petit week-end, repos, etc. J'adore ça. En fait, j'ai commencé à faire attention. Et c'est comme quand on voit quelque chose, plus on est au courant, plus on la voit partout. Du coup, j'ai commencé à avoir respiration sur tous mes loisirs, en fait. Et après, il y a eu Covid. Covid, comme par hasard, crise planétaire sur les poumons de tout le monde. Donc, on avait droit à des discussions autour des insuffisances pulmonaires, plus des problèmes psychologiques quand on s'enferme, etc. Plus la vague de démission et tout. Et donc, ça m'a emmené à vraiment explorer ce plan-là. Et donc, finalement, en fait, je dis aujourd'hui que moi, je ne suis jamais allée voir une sophrologue, par exemple, pour m'aider. C'est pas parce que j'ai eu un accompagnement avec un thérapeute, etc., où je me suis dit, oh, j'ai envie de faire comme lui. Non, c'est vraiment par exploration de plein de disciplines. Et aujourd'hui, l'innovation, justement, dans le cadre de ton positionnement à toi, il est très, 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 très peu probable de faire une innovation de dingue vu toutes les innovations technologiques, techniques, etc. qu'il y a dans le monde. Donc finalement, toutes les innovations qui se font aujourd'hui, c'est des remixes en fait de bonnes idées, de bonnes pratiques. C'est des brandings un peu spécifiques, c'est des niches hyper, hyper spécifiques pour être vraiment en monopole personnel sur une niche bien précise. Et donc, en fait, des fois, on a l'impression qu'il faut faut viser la lune pour sortir un produit de dingue, etc. Mais en fait, non, juste des fois, proposer une solution à un problème à un client, point. Et le faire de la manière qui nous ressemble. Donc, moi, c'est pour ça, ça a été la respiration. Et après, le fameux breathwork, justement, c'est un peu comme je le présentais, c'est parce que la sophrologie était trop douce pour moi et que je voulais élargir la palette. Tu nous emmènes dans ton expertise et franchement, ta voix nous berce quand tu nous expliques ça. Et justement, en parlant d'être bercé, d'être dans sa zone de confort, de génie, est-ce que tu peux nous parler du flow qui est en fait ton deuxième dada et qu'est-ce que ça veut dire? Parce que moi aussi, je suis convaincue qu'il ne faut pas trouver sa voie, mais explorer son flow. Alors, j'espère que tu seras aligné avec moi. Enfin, j'ai commencé à explorer la question au moment où je m'intéressais vraiment à la question du sens au travail, parce que ça me paraissait tellement être un Rubik's Cube de taré. En fait, je me suis dit, mais cette équation n'a pas de solution, en fait, la question du sens au travail. Même les entreprises, elles n'y peuvent rien, les pauvres candidats, ils n'y peuvent rien, tout le système éducatif, comment on va faire. Et du coup, c'est en ça que en fait, je me suis dit, mais en fait, comment est-ce qu'on peut être heureux au travail? Et donc là, effectivement, l'œuvre de Mihaly, dont je ne saurais prononcer le nom de famille parce qu'il est à rallonge, qui est, lui, le théoricien du flow, et qui, lui, explique qu'en fait, le flow est quelque chose de pragmatique qu'on va chercher. Et donc, moi, comme j'aime l'idée de tout ce qui est empowering, de tout ce qui renforce en fait cette idée que c'est possible,
du coup, ce que j'apprécie chez lui, c'est qu'en fait, il dit que c'est actif le flow, que en fait, le flow, c'est pouvoir se concentrer, que c'est pouvoir se défier, que c'est pouvoir avoir la liberté. Et donc, je me suis dit, mais en fait, c'est ça, dans mon entrepreneuriat aujourd'hui, j'ai le pouvoir de me concentrer, oui, sur le produit que je veux, sur le canal que je veux, sur mon rythme même personnel. J'ai le pouvoir de me défier, juste en augmentant mes ambitions. Et j'ai le pouvoir aussi d'être complètement libre de ce que je fais. Et donc, je me suis dit, c'est bien, c'est peut-être ça mon flow. Finalement, ça a créé un remix avec la respiration. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un moment très précis de la séance, à partir de 40 minutes, où en fait, on a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup respiré et on est vraiment tellement connecté à l'intérieur de nous-mêmes que en fait, on fait un moment d'apnée. Et ce moment d'apnée, j'appelle ça le moment suspendu, en fait, on a l'impression d'un peu flotter. Et en fait, on flotte un peu parce qu'il y a eu une phase de défi juste avant qui nous a emmenés vers cette sensation-là de bien-être, d'être un peu en flottement. Et donc, je me suis dit, très bien, flow alors. Ça me parle tellement parce que du coup, moi, j'ai fait une reconversion avant dans le monde de la cuisine. Et alors que j'étais dans une vie à 1000 à l'heure dans le marketing, en étant responsable marketing avec une équipe, plein de stress, plein de responsabilités. Et en fait, ce moment suspendu dont tu parles, c'est vraiment l'expérience que j'en ai eue parce que du coup, je suis partie en cuisine plus pour me recentrer, pour recanaliser mes émotions. Et en fait, j'ai trouvé mon flow. Même si aujourd'hui, je ne travaille pas dans un restaurant, je n'ai pas ouvert de restaurant, ça a permis en fait de découvrir cette notion du flow. Et quand tu l'expliques, je trouve que c'est vraiment ça. Je trouve qu'on peut la trouver dans son activité quotidienne, mais aussi dans des activités qu'on se donne le droit d'effectuer à côté de son travail ou en side project, comme tu nous l'expliques. En tout cas, je pense que ça parlera à beaucoup de nos auditrices et surtout, ça enlèvera la pression fait de trouver sa passion parce qu'on nous dit toujours trouve ta passion, suis ta passion. Mais en fait, il y a 90% des personnes qui n'ont pas de passion et justement, c'est en faisant qu'on kiffe et c'est en explorant qu'on trouve ces moments suspendus. Donc, merci Sarah de nous déculpabiliser sur le flow et sur la passion en tout cas. Ah, mais je t'en prie, moi, quelqu'un qui me dit que j'ai eu une révélation, je lui dis, t'as rien compris. Mais en fait, non, c'est pas comme ça que ça marche. Et je trouve que c'est une idée très préconçue qui est nulle, en fait. Ça veut juste dire que tu vas attendre que ça tombe du ciel. Donc, c'est complètement aberrant. Deuxième chose, mon propre podcast s'appelle Rythme ton flow parce que être trop dans son flow, c'est hyper dangereux pour la santé. En fait, on Bon, se du coup, déconnecte. tu peux nous en dire un peu plus alors pourquoi c'est dangereux pour la santé? En fait, quand on est toujours à la recherche de performance, toujours à la recherche de liberté, etc., on tombe un peu dans un mindset de sportif et derrière, on se coupe de notre corps et on n'est pas non plus dans un équilibre. Donc le flow, c'est super, on le trouve, mais derrière, il faut pouvoir le rythmer. Et c'est le cas de tous les entrepreneurs passionnés, en fait. C'est des nouvelles turbines. Ils recréent un peu leur schéma. Et en plus, l'entrepreneuriat est un écosystème qui nous pousse à l'extrême sur cette notion-là de productivité, de comparaison, etc. Du coup, ils vont aller en tirer encore plus sur la corde et derrière, l'histoire recommence. Ouais, c'est hyper intéressant cette notion de rythmer son flow. J'avais pas perçu ce point-là. Et justement, tu nous parles de l'écosystème des entrepreneurs et de la performance qui y règne. On parle aussi souvent des éléments de comparaison. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu justement, le jugement extérieur et le fait de partir dans des comportements, de se comparer à des personnes plus avancées que soi quand on se lance? Alors moi, je me compare toujours. Mais tu vois, Enneagramme 3, forcément, référence externe, tout ça. Moi, je me suis toujours comparée, mais ça a toujours été un moteur. C'est-à-dire qu'en fait, je me compare, mais je me dis, si lui l'a fait, c'est moi je le fais. Des fois, je reprends des courbes de personnes qui ont, par exemple, qui sont dans l'entrepreneuriat depuis 2-3 ans. Et puis, je les note vraiment en me disant, peut-être que dans 2-3 ans, moi-même, je pourrais faire ça. Mais du coup, ça me motive, en fait. Donc, je ne suis pas dans la comparaison malsaine, sachant que sur mon secteur, je ne me compare jamais aux autres parce qu'on est complètement différentes. Si tu prends toutes les sophrologues et toutes les praticiennes de breathwork et tout, on a chacune notre positionnement.
Moi, je pense que j'attire les personnes qui n'iront jamais chez les autres et les autres attirent des personnes qui viendront jamais chez moi. Donc ça, c'est le marché sur équilibre et j'adore l'équilibre des systèmes en fait. C'est que on a chacun, et ça c'est ma prof qui m'a dit, il y a assez d'oxygène pour tout le monde sur la planète, donc on peut chacun creuser son trou là où on veut. Donc moi, oui, je me suis comparée, mais je me suis comparée de manière positive, et parce que j'avais, je pense, le mindset de la compétition dès, tu vois, dès les concours de prépa, etc., où là, on se compare de fait. Maintenant, dans l'entrepreneuriat, j'invite effectivement tout le monde à ne pas forcément se comparer, sauf si c'est quelque chose de stimulant. Hyper intéressant ta manière de voir, encore une fois, le fait que tu as révélé ton unicité, donc tu es plus dans des comparaisons boost et de parler de cette courbe d'entrepreneur pour te projeter, c'est hyper intéressant. Donc si on reprend l'image de la courbe, tout à l'heure, tu nous as parlé des montagnes russes de l'entrepreneuriat. Et justement, comment tu gères aujourd'hui, toi, tes vagues émotionnelles en tant qu'entrepreneur, femme qui est cyclique, on est toutes cycliques. Comment tu gères ça? Alors moi, j'ai tendance à... Donc moi, je gère très très bien mon stress, etc. Je ne suis pas quelqu'un de très anxieux et tout. Et je pense que voilà, j'ai été exposée très très tôt à compétition, hyperactivité. Donc tout ça, c'est fait. Donc moi, c'est pas ça qui me fait peur. Moi, par contre, là où j'ai du mal, ce que j'ai le plus de mal à gérer, c'est ma notion de fatigue. Donc je tire un peu trop sur la corde et j'ai besoin de beaucoup dormir. Et en fait, ce qui me sauve, c'est vraiment de... J'ai préservé un sommeil de qualité. C'est-à-dire que même si demain, il y a une bombe nucléaire qui atterrit, mon sommeil n'est vraiment pas touché. C'est ce qui me permet de me préserver. Par contre, les gens, ils ont toujours l'impression que je suis en mode pile électrique, surtout sur les réseaux sociaux, quand je publie et tout. Mais je leur dis, mais en fait, c'est que quand je suis réveillée, parce que quand je suis pas là, c'est que je dors, en fait. Je dors beaucoup, beaucoup, beaucoup et j'ai besoin de beaucoup dormir. Et ça, l'entrepreneuriat, ça a été un peu mon juge de paix en me disant, bah, si je commence mes journées à 11 heures, je dois déculpabiliser. Ça a été vraiment le plus grand effort par rapport à moi-même parce que, voilà, venant du salariat, on commence plus tôt. Mais en fait, moi, aujourd'hui, il y a des jours où je commence ma journée à 11 heures. Je sais que je vais travailler jusqu'à 23h minuit. Je n'ai pas encore d'enfant. Je peux me le permettre. Et donc, j'adapte en fait en fonction de mon rythme. Donc, moi, j'ai tendance vraiment à tirer sur la corde niveau fatigue. Est-ce que je peux vraiment inviter du coup les entrepreneurs qui, un peu comme moi, ont l'organisation, on va dire, intuitive? Alors moi, j'ai toujours pas d'espace Notion, j'ai un agenda papier, je suis pas du tout dans le délire de l'organisation, je suis bordélique organisée. Alors ça va encore, mais c'est pas parfait. Mais par contre, le sommeil, ça c'est vraiment quelque chose que je protège à fond. Et en fait, je pense qu'on peut tous se permettre sur nos zones d'éveil. On peut aller maximiser nos performances, maximiser nos résultats, maximiser nos cycles, maximiser tout ce que tu veux. Par contre, les moments de repos, ça c'est hyper nécessaire. Et du coup, vu qu'on est dans le partage de moments de vérité, est-ce que tu peux nous dire le plus grand apprentissage à cas échec que tu as vécu dans ta transition professionnelle jusqu'à présent? Bah, disons que moi, j'ai raté un lancement en novembre quand même, hein. J'ai raté. En fait, en novembre, j'avais un positionnement très bâtard dans le sens où il y a deux choses. Les gens ne comprenaient pas pourquoi est-ce que j'avais cette casquette un peu plus consultante business et en même temps bien-être. Mais je pense que c'est de ma faute parce qu'il faut le temps que ça mature, etc. Et comme je suis hyper impatiente, bah forcément, j'ai lancé une offre alors qu'il était trop tôt. Et en fait, les gens ne comprenaient pas ce que je faisais. Et donc, j'ai eu une dizaine d'appels découvertes. Et en fait, c'était une offre qui mélangeait à l'époque un peu le développement business en side projet ou en projet full-time avec l'aspect équilibre, écoute de soi, etc. Et donc, je voulais mélanger effectivement l'aspect plus bien-être par la respiration, déjà un peu à l'époque. Par contre, aussi du conseil en entreprise. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit non, là, c'est pas possible. En fait, je vais juste me recentrer sur un produit, une chose, un truc tout simple, tout bête. La respiration, les ateliers de Sarah, c'est très bien, tout le monde comprend. Par contre, toute l'intelligence business, je vais la mettre dans mon propre développement à moi. Une fois que ce sera fait, peut-être que je vais pouvoir effectivement développer d'autres personnes parce que c'est hyper intéressant en fait. Enfin, ça me stimule intellectuellement parlant. Mais du coup, c'est un deuxième arbitrage de se dire bah, peut-être pas tout de suite. Et aujourd'hui, du coup, j'ai cette frustration-là, surtout sur Instagram, où en fait, les gens ne me reconnaissent pas finalement à la hauteur de mon parcours. Ils savent juste que je suis là pour faire respirer. Mais en fait, au départ, je ne voulais pas parce que moi, tu vois, j'ai quand même un bon CV et je me suis dit, bah non, il faut me respecter, les gars. Mais en fait, non, les gens, ils s'en fichent. En fait, finalement, ils sont là pour l'expérience. Et au moment où j'ai compris ça, je me suis dit, bah, ils veulent l'expérience, je leur donne l'expérience. Ça fidélise très bien. Et après, petit à petit, ça accrochera avec le storytelling et je verrai où j'irai. Mais j'ai eu cette frustration-là de devoir couper le cordon avec mon histoire et tout ce que j'avais construit jusque-là en termes de développement de carrière.
C'est hyper intéressant ce que tu racontes et surtout, merci de ta transparence sur la partie, la manière dont tu as lancé ta première offre, du décalage avec ton positionnement, mais du fait en fait de la richesse de ton parcours que tu as voulu intégrer, on va dire, dans ta première offre. Et c'est vrai qu'on a tendance à vouloir en mettre beaucoup, surtout quand on a un parcours riche comme le tien. Tu nous partages ça avec une grande humilité. Donc, vraiment, merci pour pour ce moment de vérité. Et justement, sur la partie, pour continuer sur la tendance vérité, inspiration, est-ce que tu as un mantra qui t'a accompagné jusqu'à présent, une phrase fétiche un petit peu que tu voudrais nous partager? Disons qu'en fait, j'ai des croyances aidantes très, très, très fortes. J'ai pas forcément de mantra spécifique qui me vient en tête, mais toutes les histoires là qu'on se raconte de fais-toi confiance, tout est possible, si tout part d'une bonne intention, c'est que tu ne peux en tirer que du bon. Enfin, tout ce genre de croyances-là qui sont très fortes en fait, je les ai et j'essaye de les alimenter, j'essaye de les intégrer. Je crois beaucoup au karma. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'aide aussi en fait à me dire, bah, en fait, quand j'essaie de développer une offre ou un service, il faut qu'il soit bien fait pour une bonne intention. Et en fait, ça se sentira et ça reviendra dans le bon sens. Donc, disons que j'ai vraiment pas de phrase comme ça, sinon je vais te sortir une phrase bateau parce que je serais obligée de la sortir, mais c'est vraiment plus ça qui m'anime à chaque fois que j'ai des coups durs, me dire, mais en fait, j'ai fait le meilleur de moi-même. Le principal, c'est que les gens ils aient leur expérience. Et puis, C'est très bien aussi. Et justement, dans ta partie un petit peu introspection, quel conseil tu te donnerais à Sarah d'il y a, on va dire, 18 mois ou un an? mais je pense que là, le conseil que je pourrais lui donner, c'est vraiment ouais, un peu de patience. Un peu de patience, parce qu'en fait, le revers de la médaille de vouloir toujours aller vite, de proposer le meilleur produit au meilleur prix, au meilleur canal, que tout soit fluide avec une communication, etc. Bah, en fait, derrière, il y a des répercussions donc, en termes de fatigue et des répercussions aussi. Moi, ça fait très longtemps que j'ai pas vu plusieurs amis, par exemple. Ma vie sociale elle est complètement perturbée par cette histoire d'entrepreneuriat. Et donc, plus prendre le temps. Ça, clairement, je pense que je peux le dire à Sarah il y a un an, mais encore aujourd'hui, c'est dur. J'ai une La notion soif, en du fait, temps. de développement, ce qui est hyper gênante, mais en même temps, c'est aidant. Donc, moi, je dis, bon, va falloir gérer là, cette histoire. Hyper intéressant. J'adore ces conseils parce que du coup, ça met en lumière ton parcours et aussi, je pense que ça parlera à beaucoup d'autres personnes. On va passer à la dernière partie qui s'appelle du coup le funk des idées. Ouf. Donc, le concept, c'est on tord le cou des idées reçues sur la réinvention professionnelle. Donc, je commence une phrase et tu la finis de manière hyper spontanée. Ça te va? Ok, je me concentre. Ça va aller, t'inquiète pas. Respire, c'est ton, c'est ton dada. Avant de me lancer, j'aurais jamais pensé que Je pourrais prendre la parole en public. le pire conseil que l'on m'ait donné, Attends les prochains congés et tu verras. avant, je pensais que la réinvention professionnelle, c'était Réinventer l'eau chaude. ma plus grande peur, c'était Ne pas plaire aux autres. quand j'étais petite, je rêvais que je serais, Ah, mais genre PDG de la multinationale des princesses. j'adore. Même si je suis une femme super occupée, je prends du temps pour moi quand. Je dors. Génial. Du coup, ce podcast s'appelle Happy Healthy Funky, ose la réinvention professionnelle pour enfin kiffer ta vie. Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui te rend happy et que tu veux nous partager? Aujourd'hui, j'adore ce que je fais. Moi, mon ambition, c'est vraiment de faire un événement au Stade de France, tellement c'est drôle et tellement c'est kiffant. Donc, si ça ne tenait qu'à moi, je ferais des ateliers toute la journée. Mais je pense qu'en vrai, pour de vrai, en fait, comme le cerveau adore le plaisir et que ça me fait super plaisir, en fait, il a juste envie de recommencer. Donc, je pense que je suis juste addict à la discipline. C'est la seule conclusion que je peux tirer. C'est trop bien. On a hâte que la billetterie soit ouverte pour le Stade de France alors. Est-ce qu'il y a une habitude de ta vie de femme, Elsie, du coup, que tu veux nous partager? Elsie ou bien-être, comme tu veux. Il y a une habitude à laquelle on ne pense jamais, c'est le pouvoir de l'ancrage. Alors, je l'explique beaucoup dans le programme que j'ai lancé il y a quelques jours. En fait, à chaque fois qu'on a une bonne habitude, c'est super de pouvoir l'ancrer pour pouvoir réveiller un souvenir. Et donc, moi, j'ai énormément d'ancrage par la musique, par exemple. Moi, je sais que, par exemple, il y a certaines playlists qui vont provoquer telle et telle sensation. Donc, je sais exactement, selon mon mood, selon ce que j'ai envie de faire, je mets tel son, etc. Donc, moi, je suis très axée là-dessus.
sur le pouvoir de la musique. Je pense qu'en fait, on devrait vraiment maximiser ces moments en musique toute la journée. En fait, ça fait vraiment du bien. Même quand on est triste, mettre une musique triste, ça nous aide. Autant te dire que du coup, c'est génial de pouvoir avoir cette habitude-là. Moi, je suis rarement en silence. Moi, j'ai beaucoup de musique qui tourne. Ça me permet de les présélectionner. En fait, toutes les musiques des playlists, et je les fais sur du long terme. En fait, je les classe au fur et à mesure où je les entends. Donc, intégrer vraiment de la musique au maximum pour se sentir bien. Et puis aussi, alors il y a un truc, c'est bête, je ne sais pas combien... Je vais quand même me taper la fiche parce que c'est super puissant. Mais en fait, en gros, à chaque fois que je bloque sur une idée, je vais prendre une douche. Je sais Du coup, tu prends pertinemment... 102 douches par jour. Mais je sais pertinemment qu'en fait, quand on associe vraiment des moments d'ancrage en disant c'est bon, là j'ai fait le ménage dans ma tête, je sors, je suis limite beaucoup plus en clairvoyance, en clarté, c'est que moi, le moment, c'est associé à vraiment quelque chose de c'est bon, on fait le ménage et on repart sur une base nouvelle. Et en fait, c'est parce que je pense que ça s'est ancré comme ça. En fait, c'est à force de le faire et de le répéter que je me suis raccrochée à ça et que maintenant, c'est devenu une habitude que j'active quand j'en ai besoin. Hyper intéressant. Donc, les habitudes healthy de Sarah, écoutez de la musique et prenez des douches. C'est trop bien, j'adore. Du coup, est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend funky aujourd'hui, qui te fait kiffer et que tu ne pouvais pas faire dans ta vie d'avant? Tout mon travail, je pense. Tout mon travail. Alors, je ne sais pas ce que tu mets derrière le mot funky, parce que je ne sais pas trop. Mais en tout cas, moi, vraiment, mon point de... Si j'arrive à démocratiser le breathwork en France comme une discipline qui peut être faite en mode pour ses bienfaits, en dehors de tout ce qui est spirituel, bizarre, etc., c'est que j'ai gagné mon pari, c'est que j'ai pris une discipline un peu, enfin quand je dis bizarre, c'est pas jugement, c'est vraiment juste que c'est pas pour des gens cartésiens, mais c'est que j'ai pris une discipline qui est quand même née dans des milieux de personnes addictes aux substances et que je l'ai emmenée vers des personnes qui sont en très bonne santé, etc., en puisant juste ce qu'il faut pour que ça fasse du bien. C'est trop bien. Je pense que tu as donné envie à beaucoup de personnes avant d'aller au Stade de France de te retrouver. Donc, dis-nous un petit peu si tu as des actualités, où est-ce qu'on peut te retrouver, Sarah? Écoute, on peut me retrouver quasiment partout maintenant. Quand je dis partout, c'est... Non, pas encore sur TikTok. Donc, je suis sur Instagram, sur LinkedIn, Sarah avec 2 R. Je dis toujours Sarah avec 2 R parce que ça respire, donc on le retient. Sarah avec 2 R, donc sur Instagram, sur LinkedIn, sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer et Apple Podcast, donc avec Rythme ton flow. Et sur les ateliers, 2-3 fois par mois, ça faut être dans la newsletter qui s'appelle la Flowlist, qui reçoit les invitations pour que vraiment ils soient certains d'avoir eu tous les descriptifs et qu'ils aient envie de venir, parce que je pouvais pas... En fait, je ne respire pas à la place des personnes, donc je ne peux pas accueillir des touristes. Du coup, les personnes qui viennent parce qu'elles savent dans quoi elles embarquent, donc obligatoirement passer par les newsletters. J'ai lancé mon programme il y a 2 jours, en toute autonomie, pour pouvoir... Oui. Donc, c'est un challenge en 21 jours pour apprendre à respirer en toute autonomie et transformer en fait l'énergie qui vient à l'intérieur de nous, pouvoir la canaliser. Et ensuite, grâce justement à la respiration en musique, pouvoir débloquer plein de choses, créativité, meilleure forme, même il y a plein de choses. Il y a des exercices de gratitude, il y a de la PNL, il y a tout ça. Mais tout en respiration et en musique. Ça, c'est vraiment l'axe principal. C'est trop bien. Merci de tout ce partage, de ton parcours hyper inspirant et hyper rafraîchissant avec un R. Tu nous as montré l'importance de la respiration, le flow et que c'était possible de se réinventer. Donc, merci beaucoup, Sarah. Je te dis à très bientôt. Merci à toi. Merci à tous. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'aura aidé à avancer sur ton chemin, où que tu sois. N'hésite pas à venir me faire un petit coucou sur Instagram, @happyfunky, à télécharger ton guide pour avancer vers ton chemin de kiff. Et surtout, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser un avis 5 étoiles afin de faire connaître Happy Funky au plus grand nombre.